le sabre courbe que l'on appelait Kopesh. Lors du déclenchement d'une guerre, tous les soldats appelés par Pharaon se réunissaient pour la cérémonie de remise des armes. Souvent, le souverain lui-même assistait à la distribution. Il en profitait pour prononcer un discours puissant, pour donner force et courage à ses troupes. Les récits militaires sont très nombreux en Égypte ancienne. Les pharaons aimaient beaucoup vanter leurs exploits pendant les batailles, mais c'est surtout durant le Nouvel Empire que nous possédons la plus riche documentation. Les plus célèbres récits sont ceux de Thoutmôsis III ou encore les campagnes contre les Hittites de Ramsès II, notamment la fameuse bataille de Qodesh. L'armée égyptienne a évolué au fil du temps grâce à ses différentes conquêtes. En effet, les civilisations conquises lui apportèrent de nombreuses techniques dans le domaine de la métallurgie, justement. Alors justement, on est en train de regarder un sujet concernant la formation de l'armée égyptienne dans l'Égypte antique. À quoi a ressemblé cette armée? Est-ce que c'était des soldats professionnels ou c'était des simples paysans? C'était des soldats professionnels quand même. Dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a eu cette idée de former des personnes professionnellement ou c'était des paysans qu'on a recrutés? Il y avait les deux. D'accord. Il y avait les deux. Il y avait des soldats professionnels. D'accord. Parce que les paysans, quand même, ils ont besoin des officiers ou des soldats professionnels pour les faire apprendre comment ils tiennent les armes et comment ils peuvent défendre les frontières. Et les grades, les personnes gradées, c'était des personnes du peuple également ou ils avaient un rang particulier? C'était du peuple aussi. Du peuple aussi, Du très peuple bien. aussi. Alors, est-ce que le pharaon avait, comme aujourd'hui certains présidents, le rôle de chef de l'armée militaire? Presque tous les rois pharaons, ils faisaient le rôle de chef de l'armée. D'accord. Et on a certains exemples dans l'histoire comme Ramsès II et comme Ramsès III et comme Thoutmôsis III et comme Ahmosis. Justement, Ramsès II, il a marqué un tournant dans l'histoire de l'armée militaire. Pouvez-vous nous parler pourquoi ça a été un tournant? En fait, il y avait quand même des menaces de côté est de la part des Hittites. Et c'est pour ça que Ramsès il était obligé de faire une bataille très connue, très célèbre dans l'histoire. Et c'est bien enregistré sur le mur de certains temples comme Abou Simbel, comme Luxor. C'est la bataille de Kadesh. Alors justement, est-ce qu'on peut le rappeler parce qu'effectivement, il y a des bas-reliefs qui témoignent de cette grande bataille de Kadesh qui a été retranscrite, comme vous venez de le mentionner, à Abou Simbel, dans le temple de Luxor et aussi de Karnak. Oui. Pouvez-vous nous parler de cette bataille? Pourquoi elle est aussi fameuse, cette bataille? C'était une célèbre bataille et comme c'était raconté en détail l'histoire de cette menace-là de la part de Hittite et l'histoire de la victoire de Ramsès qui a protégé les frontières de ce menace-là et le nombre de soldats qui étaient massacrés et écrasés par Ramsès. Et comme c'était bien enregistré, comme ça elle est devenue quand même la bataille la plus célèbre et la plus connue. Il y a aussi une autre bataille qui est très célèbre et très connue et qui est représentée dans le temple funéraire de Ramsès III, celle dans Médinat Abou. Oui. C'est une bataille qui est très symbolique également. Oui, c'est la bataille de la Libye. Il y a la bataille de la Libye. En fait, il y a une bataille très connue dans le temple de Ramsès III, c'est la bataille de la Libye. C'est bien enregistré derrière la façade du temple. Et comment le roi Ramsès III a réussi à massacrer les Libyens qui menaçaient l'Égypte du côté ouest. Aussi, il y a une autre bataille, c'est à part de la bataille de la Libye, c'est la bataille contre le peuple de mer. C'est bien enregistré sur le mur du temple, mais c'était une bataille navale sur la Méditerranée. Donc, là, on vient de comprendre que l'armée égyptienne n'était pas une armée qui se battait sur terre uniquement, mais même en mer. Même en mer, oui. Il y a certaines batailles navales, mais la plus connue, c'était la bataille de Ramsès III contre le peuple de mer. Donc, on peut dire que les guerres ont toujours existé, que ce soit sur terre ou en mer.
Comme toujours, alors l'Égypte attire beaucoup des ennemis d'Égypte pour l'avoir. C'est pour ça toujours l'Égypte a besoin d'avoir une bonne armée. Est-ce qu'on peut dire que justement la menace vers l'Égypte s'est faite lorsque l'Égypte s'est unifiée et a commencé à grandir? Bien sûr, bien sûr. Alors, et toujours, ils ont peur de la force de l'Égypte. Parce que si l'Égypte sera un pays très fort, ça ne va pas protéger elle-même seulement, ça va protéger les pays voisins en même temps. Alors c'est vrai que pendant la période de Ramsès, l'Égypte était connue pour ses richesses, richesses agricoles, mais aussi richesses minières. Aussi, il y a de l'or. Exactement, oui. Minière. Donc il y avait des mines d'or à Abu Simbel, il y avait des mines d'or vers les chaînes montagneuses de la mer Rouge. Donc on peut dire que l'armée égyptienne s'est renforcée lorsqu'elle a senti des menaces, justement, des menaces extérieures qu'on voulait s'approprier. Qu'elle cherche le trésor de l'Égypte, qu'elle cherche quand même la richesse égyptienne. Quand est-ce que les armes ont évolué? C'est-à-dire qu'on a vu dans le reportage qu'effectivement ça a commencé avec des couteaux, ensuite ces couteaux se sont transformés en des armes plus redoutables. Quelle avancée sommes-nous arrivés en termes de modernisation des armes à l'époque? On peut dire, si on parle de l'époque pharaonique, comme on a trois empires différents, l'ancien empire, le moyen empire, le nouvel empire, je pense que la période quand même la plus importante de l'histoire, c'est le nouvel empire. C'est cette période-là où on a commencé à découvrir le char militaire, et il y avait quand même des batailles navales. Je pense que cette période-là, c'est la période la plus importante au niveau du développement de l'armée. Et justement, le char militaire, on a vu plusieurs bas-reliefs qui témoignent de cette image du pharaon puissant sur son char et qui menait les batailles. Le roi, alors, même ses soldats et son armée, et c'est lui qui fait le rôle de chef de l'armée. Il était toujours en tête de l'armée. C'est pour montrer quand même l'exemple à tous ces soldats que je suis là, alors je suis comme un soldat comme vous, et on est tous pour protéger les frontières de l'Égypte, qui était sacrée à l'époque. Alors, c'est vrai que je voudrais revenir sur les bas-reliefs du temple de Medinet Ebou, parce que ils sont magnifiques, c'est-à-dire qu'on voit la puissance et la stratégie également de la médiatisation. Pourtant, il n'y avait pas des médias à l'époque, mais le fait de remettre sur les murs les mains des Libyens coupées c'est une sorte d'avertissement en fait pour quiconque qui souhaiterait venir s'attaquer à l'Égypte. C'est quand même incroyable. Oui, en fait, alors, il y a des bas-reliefs sur ce tombe-là spécialement qui nous montrent les mains coupées, même les sexes coupés des ennemis d'Égypte et les têtes aussi coupées. Et c'est suspendu à l'entrée du temple. Là, c'est un message. Effectivement. C'est un message à tous les ennemis d'Égypte. Si quelqu'un s'approche de la frontière, il va avoir le même destin. Et ce qui est incroyable également, c'est qu'on arrive à reconnaître les différentes ethnies des personnes qui menaçaient l'Égypte, c'est-à-dire que grâce à leur coiffure, on savait qu'il y avait différentes nationalités. On utilise nationalité aujourd'hui, mais c'était plus des ethnies qui existaient à l'époque. L'artiste égyptien, quand même, il était très fort quand même à nous montrer quand même exactement alors les têtes de nationalité des ennemis d'Égypte. C'est pour ça, par exemple, si on prend par exemple le temple de Medinet Ebou, on a des personnages, on voit bien le visage, c'est asiatique. Exactement. Ils sont représentés de face. Par contre, les autres, ils sont représentés de profil. Et pour pouvoir voir les yeux bridés. Et pour qu'on puisse voir les yeux bridés. Ça, vous avez raison. Et les Libyens, les cheveux carrés à peu près. Voilà, et les Hittites, les cheveux longs et lisses. Exactement. Voilà, tout à fait. Et on a trouvé qu'il y a quand même, à l'époque de Ramsès III, il y a 5 nationalités qui menaçaient l'Égypte à l'époque. C'était le peuple de mer, les Libyens, les Palestiniens, les Africains et les Asiatiques. Voilà les 5 nationalités qui menaçaient l'Égypte. Et le roi nous a dit qu'il a fait la guerre contre les 5 nationalités en même temps. Regardez comment l'Égypte attire tous ces gens-là en même temps. Il y a aussi une reine qui a marqué aussi la période militaire égyptienne, c'est Hatshepsut. Oui. C'est une femme et pourtant on l'assimile à différentes batailles et victoires. C'est quoi d'avoir une femme à la tête de l'armée? Est-ce que c'était accepté à l'époque? C'était accepté, mais quand même avec l'accord des prêtres. Si les prêtres, ils ont joué un rôle pour que le peuple accepte une femme, pas un homme. Mais pour montrer qu'il n'y avait aucune différence entre un roi et une reine, elle était tout le temps représentée en forme masculine.
Elle C'est est pour ça, habillée en homme. Exactement, elle avait toujours la fausse La barbe. Exactement, pareil comme les hommes. Mais quand même, c'était une très bonne reine, elle a fait pas mal de choses. Elle a construit un beau temple à Luxor, c'est le temple d'Hatchepsout. C'est elle qui a fait la plus grande obélisque d'Égypte dressée au temple de Karnak. Et elle a envoyé quand même des bateaux alors pour faire l'importation exactement l'importation et l'exportation des marchandises. Elle a fait des relations commerciales avec les pays voisins, surtout l'Afrique noire. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette armée qui avait pour but au départ de protéger les frontières et de protéger le Nil également, puisque le Nil c'était essentiel à l'époque des pharaons, oui. Est-ce qu'on peut dire que au fur et à mesure du temps, cette armée a commencé à développer ses capacités et ouvrir ce commerce et élargir l'étendue du commerce au-delà des frontières égyptiennes? En fait, alors l'armée égyptienne, son existence, c'est très très important. Parce que si la civilisation pharaonique, ça dure jusqu'à maintenant et ça admire l'attention de tout le monde, c'est grâce à l'armée. Parce que si elle n'était pas protégée par l'armée, ça ne va pas durer alors jusqu'à maintenant. L'armée quand même, on a trouvé aussi, alors concernant votre question, des inscriptions sur les relais du papyrus qui nous expliquent quoi, ou bien qui dit quoi. Si le pharaon trouve quelque chose qui menace le Nil et qui empêche le Nil à couler, alors le pharaon il doit ordonner alors ses soldats d'envoyer quand même d'aller là-bas pour tout ce qui empêche le Nil à couler. Oui, donc le Nil était quelque chose de très très essentiel, de sacré pour les pharaons. De sacré, exactement. Alors, je me dis que effectivement les Égyptiens de l'époque étaient révolutionnaires, ils étaient avant-gardistes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de pays qui a une femme à la tête d'une armée et aussi puissante que l'Égypte dans son temps. C'est comme si on disait que les États-Unis avaient une femme à la tête de l'armée. Elle aussi, elle a révolutionné ce domaine-là? Bien sûr, alors, parce que l'exemple, c'était Notre-Dame à Hatchepsout. Notre-Dame à Hatchepsout, elle était capable quand même de protéger. Elle arrivait à combattre, elle était une grande combattante, une grande guerrière. Et là, on peut dire quand même qu'à l'époque, ils savent bien la valeur de la femme et les droits de la femme. Et comme elle a réussi à gérer, les prêtres et le peuple, ils étaient bien d'accord avec d'avoir monté au pouvoir. Ma question suivante, donc, étant donné que c'était une guerrière, est-ce que c'était une exception ou est-ce que dans les rangs de l'armée, il y avait des femmes? L'existence de femmes, c'était pas vraiment fréquent à l'époque pharaonique, mais toujours les femmes quand même jouent un rôle très important alors derrière, parce que alors son fils c'est un soldat, son mari, et si elle peut transmettre quand même l'enthousiasme alors à son mari, à son papa, à son fils, de protéger les frontières, si elles sont bien d'accord, et comme ça elles donnent quand même l'envie et qui poussent leurs enfants à faire la guerre et sans regret. Là c'est important quand même. L'armée était constituée d'Égyptiens uniquement ou avec le temps, on a commencé à recruter ailleurs? La majorité c'était des Égyptiens bien sûr, mais à part quelques personnages, alors mais leur travail c'est derrière l'armée. C'est-à-dire il y a des petits travaux autour de l'armée, alors c'est eux qui le font. C'est le travail manuel, on peut dire ça. Et est-ce qu'on peut dire aussi que est-ce que l'armée utilisait des prisonniers, des prisonniers de guerre, pour les utiliser pour le front, comme on le fait aujourd'hui? Non. 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 Donc en fait l'armée c'était assez sacré, il était privilégié aux Égyptiens Exactement. par peur de trahison. Oui, alors c'est ce que je viens de dire. Alors ils font des travaux derrière, mais c'est pas au fond. Toujours l'Égyptien il est fier de protéger son pays et sa terre. Il est à l'avant. Exactement, il est à l'avant. Il est fier de faire ça. Même s'il sacrifie de sa vie, alors c'est pas grave. Alors l'Égypte c'est d'abord. L'arc, on voit par exemple dans les images qui sont diffusées sur notre écran, le roi était représenté sur son char militaire, muni d'un arc et qui tire la première flèche symbolique. Tous nos rois étaient de bons guerriers ou est-ce qu'il y en a qui étaient connus pour être plus pacifiques que d'autres? La plupart des rois, ils étaient guerriers, mais quand même l'histoire nous a dit qu'il y en a quand même certains rois qui étaient considérés comme de grands militaires. Comme par exemple
Amosis qui a chassé les Hyksos, alors en dehors de l'Égypte. Comme Thothmosis III, nous on l'appelle Napoléon de Pharaon, Thothmosis III. Il a régné 54 ans, et il a fait plein de guerres, il a fait l'extension des frontières de l'Égypte. Ramsès II quand même, c'est le pharaon le plus connu, et il y a toujours des bas-reliefs qui racontent l'histoire de la bataille de Kadesh et l'histoire de ces batailles contre les Nubiens aussi et contre les Africains qui menaçaient l'Égypte du côté sud. Toutankhamon, lui, n'était pas guerrier. Toutankhamon, on a trouvé comme certains chars militaires. Mais est-ce qu'il les a utilisés? Je pense que c'était symbolique. C'est plutôt symbolique parce qu'il n'a pas eu le temps quand même de faire de guerre. Alors, il y a des gens qui disent qu'il était boiteux, qu'il avait un handicap, qu'il ne pouvait pas combattre. Et pourtant, il y en a qui disent que dans son char, il était assis. Ouais. Il avait un siège pour pouvoir combattre et pour pouvoir tirer à l'arc. Est-ce qu'on est dans le vrai? On est presque dans le vrai parce que alors, le roi, quand même, il n'a pas eu le temps de faire de guerre. Parce il est mort jeune, il est mort à 18 jeune, ans. c'est le pharaon qui est mort jeune à l'âge de 19 ans. Mais par contre, quand même, il faut montrer quand même qu'il est un militaire, il est capable, il est toujours au service. Le moment et c'est un où très bon tireur à l'arc. Voilà, bien sûr, on a trouvé dans la tombe de Toutankhamon, on a trouvé des chars militaires, on a trouvé des arcs, on a trouvé des flèches, on a trouvé tous les outils de la guerre. Quelle était la période de l'histoire de l'Égypte qui était paisible? Où il n'y a pas eu vraiment de guerre? Est-ce qu'il y en a eu? Non, je pense pas. C'est vrai? Non, je pense pas, parce que tout le temps, on était tout le temps menacés. L'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, il y a tout le temps de menaces. Donc il était impératif qu'une grande armée soit formée. Exactement. Alors il faut avoir une bonne armée qui est capable de protéger toujours les frontières de l'Égypte, parce que jusqu'à maintenant, vous avez vu, alors les pays voisins quand même, alors il y a la guerre civile partout, sauf l'Égypte, grâce à Dieu. Et grâce à l'armée aussi. Comment? Grâce à Dieu et grâce à l'armée aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. On a vraiment une bonne armée qui protège l'Égypte. Et toujours, alors j'aimerais bien vous dire une chose que oui, je vous en prie. Si en Égypte, si on imaginait, alors l'Égypte, c'est comme un triangle. La base, c'est la population égyptienne et l'armée. Et au sommet, c'est l'Égypte. C'est comme une pyramide. Exactement, c'est comme une pyramide. Docteur, Monsieur Adel Khalifa, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Vous nous avez enrichi de vos connaissances. Merci, ça a été un plaisir pour nous. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme. C'était un sujet très important. J'en suis sûre qu'on va le développer au fur et à mesure de nos émissions. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci. Allez, on va se quitter à présent, mais juste avant de se quitter, j'ai envie de dire une bonne nouvelle à ceux qui se trouvent à la mer Méditerranée, que ce soit à Côte-Nord ou à Alexandrie. Aujourd'hui, exceptionnellement, les sites touristiques sont gratuits pour tous et pour toutes. Donc si jamais vous voulez faire une journée culturelle, allez-y, profitez de votre journée. Très bonne journée à vous et on se retrouve tout de suite après pour un journal complet.